Faire des études affiliées ressemblait à faire des études partout ailleurs. En fait, c'est du classique. Faire le système éducatif, c'est plus l'instruction dans le sens d'acquérir des connaissances et des compétences. Et pas en fait un comportement changé. Mais bon, aujourd'hui, on sait que les mots aussi ont trop de soit l'élève n'a pas étudié, ou soit le prof n'a pas enseigné. Bon, on me dira que le prof il enseigne de toute façon, puisqu'il y a des gens qui réussissent. Donc s'il y a des gens qui réussissent, bah, ceux qui échouent, ça veut dire que le prof il a enseigné. Donc ceux qui échouent, ça c'est de leur faute. Téléspectateurs, de décrire ce mouvement de masse spontané qui salue les membres du comité Tous les actifs douteux engrangés par les organismes de crédit, assureurs et autres banques seront rachetés par le Trésor américain. Journaliste, censure, blocage de site. Allez donc demander à Vladimir Poutine. Tous les fait le choix de ne pas rester à Fria et de faire ta dernière année de lycée à Conakry. Qu'est-ce qui a expliqué ce choix? Alors, il y a eu quelques motivations, mais la motivation principale, disons, c'était en fait euh, une succession d'événements qui se sont enchaînés juste, disons, la plus récente, c'était le résultat en fait, du bac l'année qui a précédé, du coup, mon année à moi du bac. Il y a eu des performances incroyables à Conakry, du coup, pour cette année-là. Donc, j'ai simplement, comme tout élève en fait ambitieux, voulant non seulement pas simplement réussir son bac, mais le réussir avec brio, avec la manière, j'ai fait le choix du coup d'aller à Conakry, faire cette année-là de bac là-bas dans une école qui avait eu de très bons résultats pour l'année qui a précédé. Donc voilà la motivation principale, mais à côté il y en avait d'autres aussi, mais la principale c'était celle-là. Donc voilà ce qui m'a poussé à aller. Et on te connaît plutôt comme aimant les mathématiques, sauf que quelques années plus tard, on te retrouve à l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises en Guinée. Tu peux me parler de cette séquence de ta vie? Alors, oui, c'est vrai. Bon, je sais pas comment toi t'as su que j'aimais les maths, parce que toi, j'étais croisé justement à cet institut de commerce-là, mais oui, j'ai été dans mon cursus beaucoup plus appétent pour tout. C'est-à-dire que je n'étais pas de nature à dire que cette matière-là, ça m'intéressait pas. Mais oui, avec une préférence pour les maths quand même. J'étais beaucoup plus, bon, je pense que je me trouvais assez meilleur dans ces matières-là que dans les autres. Euh, c'est une bonne question parce que jusqu'en terminale, je ne me voyais pas du tout faire de l'économie ou en tout cas en fait du commerce, toutes ces matières-là. Je me voyais plus soit dans un parcours en informatique ou en mathématiques. Mais disons que ce choix-là pour la licence 1 a été un choix stratégique parce que au-delà de la passion que je pouvais en fait nourrir et avoir, donc la passion pour les maths, il fallait que je prépare une carrière d'une certaine façon. Il fallait penser l'avenir, il fallait penser l'insertion professionnelle. Donc j'ai fait ce choix stratégique-là après avoir consulté les gens qui m'avaient déjà devancé, qui avaient eu un peu le même parcours que moi. Donc une personne en particulier que tu connais, c'est Bondebé qui m'a rassuré que c'était une bonne école. Euh, une école qui avait cette d'ailleurs réputation-là de donner, de garantir une bonne formation et aussi de garantir une bonne insertion professionnelle après la formation, donc après les 3 années ou 4 années en fait dans cette école-là. Donc j'ai plutôt fait un choix stratégique là, parce que l'économie, c'était pas forcément le choix préférentiel, mais c'était quelque chose aussi qui m'intéressait pas mal. C'est un domaine très vaste où il y a aussi des mathématiques, bien que pas forcément en densité pareille que quand on fait des mathématiques ou de l'informatique, mais il y avait aussi des mathématiques qui sont un domaine assez large, assez intéressant. Donc voilà. Et après donc cette année de licence, je pense que tu as une admission. C'est ça. Après cette année de licence-là, oui, en parallèle, je tentais, je faisais le Campus France comme, comme tous les jeunes, quasiment. On tente de tous à ce moment-là, puisqu'on a des ambitions de venir en fait compléter notre cursus par là et d'approfondir en fait les connaissances que nous avons. Donc, j'étais en parallèle, je faisais ces démarches-là. J'ai eu la chance du coup d'obtenir l'admission, d'avoir cette admission-là et de venir.
La première année, je l'ai passé à Lyon. Donc j'ai commencé par Lyon, l'Université Lumière, Lyon 2. Donc voilà, les choses ensuite se sont enchaînées. Oui, mais oui, j'ai commencé par l'économie à Lyon. Ensuite, je suis passé à Toulouse, à TSE. Voilà, ainsi de suite, je suis monté. J'ai pas mal bougé. Je pense que depuis la terminale, du coup, le choix que j'ai fait en 12e année de passer de Free à Conakry, ça m'a un tout petit peu lancé parce qu'après, tout le parcours par la suite est marqué par justement cette dynamique-là, exactement, de changer d'université, d'aller plus chercher des choses qui me satisfont le plus. Et donc, dans la finalité de ton parcours universitaire, tu fais finalement la Sorbonne, qui est connue comme étant une université prestigieuse. Mhm. Et quelle est la formation que tu y fais et quelle est l'ambition aussi de partir à la Sorbonne? Alors oui, tu dis quelque chose d'intéressant. Oui, effectivement, je fais le choix après de terminer cette formation-là, prendre le master, parce que j'ai rajouté une dernière année, donc c'est pas faire forcément la fin. Mais le master, j'y ai passé du coup à Sorbonne, effectivement, dans une formation, la formation de scientiste à Sorbonne. C'est une université, comme tu viens de dire, qui est connue pour son prestige, donc durant des années. C'est pas le plus important. C'est pas tant pour le nom que j'ai choisi en fait la formation, parce qu'il faut faire très attention en fait avec les noms. Le nom ne garantit pas forcément la qualité de la formation qui est dispensée. Moi, j'ai fait de l'économie, mais j'estime, pour avoir en fait fréquenté d'autres écoles, qu'il y a une école meilleure en économie que Sorbonne, par exemple. Tu vois, donc tout dépend de la richesse en fait de la plaquette de formation qui est proposée dans dans telle ou telle université. Donc, c'est pas tant le nom qui définit ce qui est donné, mais justement, euh, Sorbonne étant une université de prestige, on peut trouver en fait des formations ou des domaines qui sont très, 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 très connus pour leur performance en fait. Donc, du coup, le domaine dans lequel le domaine que j'ai intégré pour le master, c'était le domaine de la data science qui avait fait ses preuves durant 3 années. C'était le parcours du coup qui était classé premier selon en fait un classement spécifique là, des universités qui font de la data science. Donc durant 3 ans, elle était classée première formation en fait en France en data science à l'université. Donc c'est plutôt ce truc-là, c'est plutôt ça en fait qui m'a poussé à candidater à Sorbonne pour aller compléter du coup ce parcours-là de data que j'avais déjà initié ailleurs dans ce parcours-là. Donc voilà la motivation principale qui m'a poussé à terminer là-bas le master. Et maintenant, qu'est-ce qui t'a motivé à faire le choix de la formation de data science? Parce que tu aurais pu faire d'autres formations. Alors oui, c'est dans la continuité du coup de mon parcours. Donc on disait tout à l'heure, tu as souligné le fait que j'ai une forte appétence pour les mathématiques. Donc c'est une réalité. J'ai été beaucoup plus intéressé par ces choses-là quand j'étais soit au primaire, au collège et au lycée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le choix aussi de faire des sciences mathématiques. Euh, donc, j'ai fait l'économie et j'ai expliqué pourquoi. C'était plus un choix stratégique. Et durant tout le parcours, je cherchais en fait, d'une certaine façon, à retrouver cette passion-là que j'avais nourrie depuis tout jeune. Donc, à retrouver les mathématiques d'une certaine façon, les statistiques et tout ça. Et il y avait un domaine, donc ce domaine-là, la data, qui m'avait capté d'une certaine façon, puisqu'en fait, c'est un domaine qui ne faisait pas que des maths, donc qui demandait pas que qui donnait pas, qui n'offrait pas ou demandait pas que des compétences en maths, mais c'était à la fois des mathématiques, des statistiques, des probabilités, de l'économétrie. Donc c'est beaucoup de domaines en un, l'informatique aussi. Donc j'avais en fait le domaine idéal qui répondait exactement à la fois à tout ce que j'avais envie, à tout ce que je nourrissais comme passion, donc pour l'informatique et les mathématiques, tout ça. Donc voilà, j'avais trouvé vraiment le domaine idéal que je cherchais durant tout ce temps. Donc j'ai fait ce choix-là par la suite, et en économie justement, parce que c'est pas forcément le domaine qui est connu pour te mener directement pour des formations data scientist, même si aujourd'hui il y en a de plus en plus. Mais quand tu fais économie, tu as un profil d'économie, ce qui est avant, là actuellement il y en a de plus en plus des profils d'économie qui sont quand même acceptés en data science, puisque ça change un tout petit peu. Mais avant, il fallait que tu prouves en fait en économie que tu étais très bon dans les matières scientifiques et tout ça, donc que tu fasses tes preuves. Donc on tirait dans une promo les meilleurs de la promo en économie pour justement leur assurer cette passerelle-là
qui leur permettrait de faire en fait des études en data science. Donc moi je suis le produit de cette démarche-là, de cette opportunité-là en fait, à partir de la L3, j'ai intégré un parcours sélectif du coup, qui préparait justement à tout ce monde de la science-là, et ensuite voilà, ça continue. Et demain, pour quelqu'un qui veut faire une formation en data science, quelles sont les motivations ou quels sont les débouchés, le métier ou les secteurs dans lesquels il peut exercer? Alors, en tant que data scientist, tu peux exercer dans tous les secteurs. C'est ça, c'est une des forces en fait de ce domaine-là. Parce que nous, on n'est pas formé pour un secteur spécifique. C'est-à-dire que nous, on est formé pour avoir des compétences techniques, donc purement quantitative technique en fait, pour aller servir un métier. Donc le métier, quand je dis métier, j'entends secteur. Donc c'est par la suite que nous allons en fait acquérir tout ce côté, toutes ces compétences métiers par la suite. Donc on est formé, on vient sur le marché avec des compétences techniques, donc un tout petit peu métier aussi qu'on intègre dans la formation pour avoir un peu un panorama du tout. Mais on vient sur le marché avec plus de compétences techniques et ensuite on met ces compétences techniques au service d'un métier. Mais on peut travailler dans tous les secteurs. Donc voilà, les débouchés, je dirais, c'est le métier data scientist qui est compatible à tout secteur qui utilise de la donnée. Et s'il fallait citer un secteur? En secteur, oui, en secteur, on peut citer, je peux prendre exemple, par exemple, bon, tous les secteurs que tu connais du coup, puisque je te parle de tous les secteurs, mais on peut prendre comme exemple les secteurs moi dans lesquels j'ai évolué. Pour l'instant, c'est le secteur de la banque et le secteur de l'assurance, qui sont deux grands secteurs aujourd'hui qui sont connus pour plus utiliser de la donnée. Sont deux secteurs qui sont connus pour ça, avec une immensité de données, un grand volume de données, parce qu'à chaque fois qu'un client, enfin, tout est lié à la donnée en fait dans ces deux secteurs-là. Donc moi j'ai évolué dans ces deux secteurs-là. Et maintenant, pour faciliter la compréhension du métier, c'est quoi la donnée, c'est quoi la data? Ça, c'est une très bonne question, parce que parfois on saute rapidement sur ce que c'est que le métier, on ne définit pas, on n'essaie pas d'avoir une compréhension, de développer une compréhension en fait de ce que c'est que la donnée, qui est justement la matière première de ces deux métiers-là, ou si tu veux, si on peut aller plus loin, aujourd'hui quelque chose qui est beaucoup connu, c'est l'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'intelligence artificielle, par exemple, sans données massives. Donc, qu'est-ce que c'est que la donnée? La donnée, de façon basique, c'est une trace numérique laissée par une transaction, par exemple, ou par une action sur Internet, en fait, c'est une trace numérique, si tu veux. Trace numérique, je te donne un exemple, tu te lèves ce matin-là, tu visites Internet, tu veux regarder, par exemple, la météo, cette action que tu as réalisée là ce matin-là, elle est déjà gravée dedans, à l'intérieur. Donc à chaque fois que tu fais une action, dans ce monde numérique là dans lequel on se trouve, il y a une donnée en fait qui est stockée. C'est ça la donnée, de façon basique. Maintenant, du coup, puisque c'est une trace et c'est très abstrait d'une certaine façon et très générale, cette donnée-là, elle peut se diviser en plusieurs types de données. Donc, pour simplifier, on peut avoir trois grandes catégories de données. Nous avons les données qu'on peut appeler des données structurées. Donc, ce sont des données que tu retrouves dans des tableaux Excel, par exemple, où tu as l'âge, le revenu, la catégorie socio-professionnelle, la ville. Tout ça sont des données structurées. Quand on a son format Excel, on a des données non structurées. Si je te dis un email c'est une donnée, mais elle est non structurée. Je te dis une photo, c'est une donnée, mais elle est non structurée. Tu vois, je te dis une info que tu tapes sur Google, c'est une donnée, mais elle est non structurée. Donc, il y a des typologies de données du coup qui vont se dessiner en fait à partir de cette définition que je viens de te donner. Donc voilà, donc c'est ça la matière première que nous utilisons. Et le data scientist, donc c'est pas ce que tu poses comme question, mais en fait le data scientist du coup va utiliser cette donnée-là à des fins métiers. Est-ce qu'il y a maintenant des cas concrets, d'exemples où on peut passer de la donnée, matière première, jusqu'au produit final? Oui. Et à quoi est-ce que ça va servir? Il y a des cas concrets. Donc juste pour schématiser un tout petit peu, donc là je viens de parler de la donnée. Et je viens de te parler d'un métier qu'on appelle métier data scientist. À côté, il y a d'autres métiers aussi qui utilisent de la donnée. Mais moi, j'ai fait de la data science. Je suis qualifié aussi à être data analyst, par exemple. Parce que tu vas voir la distinction et les deux métiers, en fait, se nourrissent entre elles d'une certaine façon, dans le sens où ils touchent un peu
la même chose, mais le data scientist part un peu plus loin que le data analyst, si on veut une distinction assez directe. Donc on a cette donnée-là, qui est une matière première. D'ailleurs, il y a certains qui considèrent que la donnée à notre ère, là, c'est un peu le pétrole au XXe siècle. C'est considéré un peu comme le pétrole du XXe siècle. La donnée, c'est carrément le pétrole du XXIe siècle, en fait. Dans le sens où, en fait, tu vas avoir quelque chose de façon brute. Et maintenant, cette chose-là, de façon brute, va être utilisée pour te donner une information que tu pourrais utiliser, qui doit être utile. Tu te poses une question, tu passes par la donnée pour pouvoir répondre à cette question-là. Donc, le data scientist et le data analyst, du coup, qui est en profil métier, qui est en profil qui utilise cette donnée-là, par analogie, il va être l'objet ou la personne qui va raffiner ce pétrole-là. Donc, c'est lui qui va utiliser cette donnée-là, la raffiner, pour, du coup, transformer cette donnée-là en information utile. C'est ça, le métier de data scientist et de data analyst. Donc, c'est lui qui sert de pont entre une donnée qui est brute, qu'on ne peut pas utiliser, et une donnée, du coup, qui a un sens. Je te donne un exemple. On te donne une liste de nombres, une grande liste de nombres, je te la donne, tu la regardes, tu comprends rien du tout. Tu dis, mais ça sert à quoi? Si je te dis que cette liste de nombres-là, c'est toutes les ventes réalisées dans une entreprise sur 10 années, là, ça commence à te faire du sens. Si je te dis que, je te donne une autre info, je te dis que, bon, j'ai calculé la moyenne de ces ventes-là pour l'année 2026, pour l'année 2020, par exemple, est 2 fois supérieure à la moyenne qu'on avait en 2019, là, je te donne une vraie info que tu peux utiliser, justement. Donc, c'est ça, le métier de data analyst. Il analyse la donnée pour te fournir des infos, pour t'aider, toi, métier, du coup, à prendre des décisions basées sur cette donnée-là. Des décisions, en fait, qui soient des décisions, pas de l'intuition, parce qu'avant, c'est comme ça que ça fonctionnait. Aujourd'hui, avec le monde de la donnée, on a besoin, en fait, d'une fiabilité et d'une fiabilisation de ce qu'on fait. Donc, on passe par les données, par la science de données pour avoir, en fait, cette fiabilité-là en pourcentage élevé. Voilà. Et tu mentionnais donc la différence de métier data analyst, data scientist. Et est-ce que tu peux nous donner en quelques mots quelle est la différence entre les différents métiers qui peuvent déboucher de ces formations qui ont comme socle commun la data? Alors, il y en a beaucoup des formations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de variantes. Je pourrais même pas toutes citer. Aujourd'hui, des variantes qui se sont créées au gré du temps et au gré aussi de l'objectif en fait que se fixe une entreprise en fait. Donc il y en a beaucoup, je ne peux pas toutes citer. Donc je dis que ce que j'ai pu connaître pour l'instant, de par les études et de par l'expérience aussi que j'ai pu avoir, un métier de... Moi je peux te citer 3 catégories du coup qui peuvent sortir de ce travail, de cette donnée-là. Il y a le métier data engineer, donc les plus gros qui sont connus, c'est le data engineer, le data scientist et le data analyst. Le data engineer, c'est celui, bon, je ne connais pas très bien ce domaine-là, je suis beaucoup plus qualifié pour le métier de data scientist et data analyst. Mais le data engineer, de ce que j'ai compris de façon basique, c'est celui en fait qui va aider à mettre la donnée à disposition. C'est-à-dire que le data scientist, le data engineer, il est sur un niveau en amont. Il va structurer la donnée et faire en sorte que la donnée soit disponible pour pouvoir être utilisée. Le data scientist et le data analyst, ils interviennent justement à ce niveau-là. Lorsque la donnée elle est structurée, du coup mise à disposition par un data engineer, le data scientist il entre en jeu. Donc il va utiliser cette donnée-là. Donc on commence par le métier de data analyst. Le data analyst, son objectif, c'est de collecter, en fait, quand on laisse collecter de côté, parce que ça a une autre connotation, mais quand on est dans une optique de reprendre un objectif bien défini, tu vas aller chercher dans des bases de données, plusieurs données que tu vas essayer de rassembler pour en faire ta propre base. C'est ce que j'entends par collecter quand je dis que le data analyst les collecte. Donc il va collecter la donnée, la nettoyer, puisque la donnée souvent qui est à disposition, elle n'est pas forcément propre. Donc qui va la nettoyer, qui va l'analyser et qui va du coup produire des informations, analyser et répondre à une problématique métier qui est fixée. Ça c'est le métier de data analyst de façon basique. Le métier de data scientist, c'est tout ce que je viens de te dire là concernant le data analyst, mais avec une autre dimension, avec une dimension supérieure. C'est que lui, il va faire tout ce que le data analyst fait de façon basique, là, ce que je viens de te dire là, mais il va rajouter une autre dimension, c'est la dimension de prédiction. Il ne va pas simplement se contenter d'expliquer un phénomène
c'est-à-dire de rester sur le présent, puisque le data analyst, du coup, quand il explique quelque chose, il essaie de comprendre, il est sur le présent, c'est ce qui se passe, ou sur le passé aussi, ou ce qui s'est passé, donc on comprend ce qui s'est passé ou ce qui se passe actuellement. Le data scientist, il va être dans une vision de futur, il va prédire des choses. Alors je te rassure tout de suite, on n'est pas des devants, c'est une alternative beaucoup plus halal de prédire l'avenir, mais on prédit des choses. Donc on prédit des choses en essayant de faire du machine learning, donc en passant par des modèles, de la modélisation, et on prédit en fait des choses qu'on a envie en fait d'anticiper. Voilà, c'est ça en fait le métier. La différence principale entre les deux, c'est que là on va être dans le futur, alors que l'autre est simplement sur le passé, sur le présent. Et si on prend par exemple dans le secteur bancaire, les défaillances de crédit ou les clients qui ne remboursent pas, comment est-ce que toi, en tant que data scientist, est-ce que tu prédis la probabilité de défaut du client? Voilà, alors, oui, quand on se met dans ce cas de figure-là, justement, j'ai travaillé dans ce contexte-là, donc j'ai travaillé en banque et j'étais dans le risque de crédit, donc tu fais bien en fait de poser la question là-dedans, dans ce domaine-là. Le risque de crédit, c'est le risque en fait qu'une contrepartie ou qu'un client ne puisse pas honorer ses engagements en fait de crédit, donc il ne puisse pas rembourser sa dette. Parce qu'on sait en fait l'objectif d'une banque, c'est de recevoir l'argent des clients et d'assurer ce qu'on appelle la transformation bancaire en donnant des crédits. Quand il donne des crédits, il s'expose à un risque. Et le risque en premier risque de façon directe, le premier risque auquel il s'expose, c'est le risque de crédit. Donc moi, j'ai travaillé dans ce contexte-là et j'étais dans une direction qui se définit comme étant une direction qui est chargée d'accompagner le client et le réseau sur tout le cycle de vie du client, de l'octroi du crédit jusqu'aux phases un peu plus complexes. Donc qui dit octroi dit forcément des données, parce que quand le client, tu sais peut-être comment ça se passe, mais quand un client vient en fait prendre un crédit, on le demande on pose un tas de questions. On veut savoir son profil, on veut savoir par exemple quelle est sa catégorie socio-professionnelle, quel est le revenu en fait qu'il obtient par mois, quel est son âge, quel est son sexe. Tout ça en fait c'est stocké dans une base de données. Donc on a des informations, des données en fait qui sont d'entrée. Donc un risque de crédit, il y a une notion très importante. Pourquoi? Parce que de par ce qu'on a vécu les années précédentes, on sait, tu es plus expert en banque que moi, mais les banques ont essayé en fait de jouer la carte de la prudence en fait, en essayant de prévenir certaines choses. Donc il y a toute la réglementation bancaire qui a vu jour après 2008 par exemple, où on a eu BAL 2 par exemple. Et au sein de BAL 2, on a des piliers. Et le premier pilier, c'est l'exigence en fait minimale en fonds propres. Et au sein de l'exigence minimale, on a 3 risques qu'on essaye de gérer. On a le risque opérationnel, le risque de marché et le risque de crédit. Donc le risque de crédit, c'est ce dont on va parler du coup. Et sur ce risque de crédit-là, on a des paramètres. La PD, la LGD et le AD par exemple. C'est des choses que tu connais, mais tu vas poser la question sur l'APD. Donc la probabilité de défaut, c'est la probabilité qu'un client ne puisse pas en fait payer sa dette. Comment on modélise ça? On va utiliser les données que nous avons des clients, des données, donc l'historique des clients, pour voir, là aussi je présente des choses un peu plus complexes que ça, mais si on doit rentrer dans les détails, ça va être un peu long, mais de façon un peu simplifiée, on va utiliser l'historique de ces données-là, de ces clients-là. On a des gens avec leur profil qui ont fait défaut, d'autres qui n'en ont pas fait. Donc on a tout cet historique-là. Donc à partir de cet historique-là, on apprend de ces données-là pour pouvoir du coup prédire, lorsqu'un nouveau client arrive, on sait à partir en fait des données qu'il va nous fournir, on sait dire si lui, il a une probabilité de faire défaut ou pas. Parce qu'on a déjà, le modèle il a appris sur des cas similaires par exemple. Tu vois, donc on peut avoir un score, une probabilité qui nous dit, bon lui, il a un risque de 60% par exemple de faire défaut. Donc plus souvent, c'est à partir de cette probabilité-là qu'on décide du coup si on l'octroie ou pas. Toujours avec l'appui du conseiller, parce que faut faire aussi attention. On n'utilise pas la donnée pour qu'il y ait une autonomie. Exactement. Il faut toujours qu'il y ait un recul humain, qui connaît le métier, qui pourra en fait faire attention à certaines complexités, à certaines spécificités, bien entendu. Donc voilà, en quelques mots, de façon ramassée,
comment en fait on s'y prend pour répondre à ces questions-là. Et comment est-ce que toi, tu vois l'évolution du métier maintenant avec la venue de l'intelligence artificielle? Oula, ça c'est une bonne question, parce que je sais pas. Je saurais pas te dire avec certitude que le métier va évoluer de cette façon-là. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il va y avoir évolution, ça c'est sûr. Ce que je vois se dessiner tout de suite, c'est qu'il va y avoir en fait une évolution sur déjà euh, euh, l'attente sur les finalités de ce que c'est qu'un data scientist. Un data scientist ne va plus être celui qui va être très calé techniquement. C'est pas cette attente-là qu'ils vont avoir. Ça va être plus des profils plus qui ont des compétences beaucoup plus métiers que techniques, qui vont du coup qui vont être exigées ou demandées sur le marché de l'emploi. Je pense que ça va beaucoup évoluer, peut-être même la dénomination va changer, c'est-à-dire on n'appellera plus data scientist simplement data scientist, on va mettre un mot à côté pour pouvoir en fait pour que ce mot-là renvoie à ce qu'on attend de lui en plein métier. Mais comment ça va être, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que tout le monde doit aujourd'hui s'intéresser à l'intelligence artificielle parce que c'est une révolution, une très grande révolution qu'on vit, qu'on a commencé à vivre et qui va bouleverser beaucoup trop de choses. Donc voilà, de façon très globale et très simplifiée. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais qu'on te la pose ou que tu aimerais aborder? Non, je pense que je pense qu'on a fait un tout petit peu le tour, okay. Mais voilà, si l'opportunité, l'occasion nous est donnée de refaire quelque chose, on parlera peut-être de l'intelligence artificielle qui peut être un sujet plus important, en tout cas dans l'air de notre temps, plus intéressant actuellement là pour que simplement de la data. Donc on pourra en parler une autre fois de façon plus sérieuse. Voilà, donc ça me sert d'ouverture pour un sujet à venir. Et puis, il ne reste plus qu'à vous remercier, M. Sow, pour cet échange qui merci, M. n'est d'autre que d'une richesse. Merci beaucoup, merci à toi. Et je profite de l'occasion pour te remercier, parce que je devais commencer par ça, j'étais censé commencer par ça, pour te remercier de me donner cette opportunité-là de passer dans cette série de podcasts que tu postes depuis maintenant une année, non? Une année ou deux? Un podcast, oui. Ouais, voilà, une année de façon sérieuse. En tout cas, c'est un travail très sérieux à encourager et à féliciter. Donc, je profite pour t'encourager et te féliciter. Il faut le mentionner, ce n'est pas qu'un podcast, c'est aussi un média. Oui, c'est un média justement, que tu postes sur ton patron de média. Exactement. Donc, allez, courage.